Allez, c'est parti. Donc 4 forces. Vous voyez rien, c'est pas grave. C'est le but. C'est pas Moalek qui va faire des vidéos comme ça. Putain, tu vas sur Periscope, tu fais des clashs, t'as 100 000 vues. Tu te casses le cul à synthétiser des données, bon, plus ou moins bien. Enfin bref. Je parle pas de moi, je viens de voir une conférence de Michel Desailly, j'ai regardé ses vues, j'ai regardé les vues de gens, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont très limités, sûrement moins intéressants que lui. Et ils te font 10 fois plus de vues. Je me dis qu'il y a un truc qui va pas dans ce monde. Je vais voir des chaînes vidéo de gens qui font un effort, je sais pas, Teddy Boy RSA, des gens qui essaient de faire un effort, qui apportent quelque chose, quoi, qui apportent quelque chose qui mettent une valeur ajoutée. Et ces gens-là font moins de vues que des gens qui font des clashs périscopes et qui insultent tout le monde sur Internet et sur YouTube et qui te font des 100 000 vues. Vraiment l'inversion des valeurs. Bref. J'ai pas dit que j'étais meilleur que je dis juste que bon voilà quoi, c'est bizarre. Ça, c'est bien. On valorise la merde, comme à la télé, quoi. On valorise la merde, ceux qui gueulent, les poufias, les connards, les michetons, les gens qui apportent rien, quoi. Tu sais, ils sont là, ils ont juste leurs prétentions avec eux. Et même cons, tu vois, toute la journée, eux, ils te font des 100 000 vues, et à côté, t'as un Michel Desailly, ou t'en as plein. Enfin, je prends le premier qui me vient à l'esprit parce que j'ai écouté une de ses conférences et franchement, il est très bien ce type. Si vous voulez avoir des bonnes conférences sur les sujets tels que les Anunnaki, la marque de la bête, tout ça, allez voir Michel Desailly. Venez même pas m'écouter, allez voir Michel Desailly. Le gars, franchement, c'est. Moi, j'aime bien quand il y a du beau boulot comme ça. Je veux dire, j'ai la dent dure, hein. Bon. J'ai quand même 13 à propos où je taille bien, mais en général, j'ai bien étudié la question. Et c'est pareil, quand je fais des éloges, c'est penser, c'est pas. J'ai pas l'éloge facile, mais quand je vois des conférences comme ça, prends-en de la graine, Riri, et tu vas, tu vas te servir de ce qu'il fait. Voilà, t'apprends toujours de ceux qui sont meilleurs que toi. Revenons aux 4 forces, hein, parce que 26 minutes à chaque fois, ça passe vite. Hein. Donc 4 forces, 4 archanges recteurs, excusez-moi, là je me répète vraiment, là c'est plus de la pédagogie. Non, je voulais les détailler, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a une structuration, c'est pareil. Et là encore, il y a des éléments de vérité. Là, je vous dis systématiquement, à chaque fois, il y a un lien, il y a un élément, il y a un lien. Je peux oublier des liens. Mais dites-vous qu'à la fin, je ferai une synthèse. C'est-à-dire, lorsque je commencerai à vous donner des structures, ou à vous donner les hypothèses, je vous dirai pourquoi. Ah bah tiens, parce que ça, il y a ça. Et ça, si tu le mets avec ça, ça donne ça, et il y a ça. C'est ça le boulot de détective. Pour l'instant, c'est la collecte. Hein. On se balade, on a la besace, on ramasse les fleurs. L'interaction forte, la première des 4 forces, le premier archange. Comment je l'ai appelé? Je ne vais pas donner de nom. Non, j'avais appelé la force électromagnétique, je l'avais appelé Michael. Rapport à Lucifer, Michael. Le graviton, je l'avais appelé Gabriel, le messager de Dieu, parce que c'est la gravité sculpte l'univers. À la limite, elle s'adresse plus à l'univers qu'à nous, même si on est plus ou moins concerné par la gravité. Alors oui, il y a des scientifiques qui te disent que la gravité n'existe pas. Je parle de scientifiques cette fois, et qu'elle serait peut-être une propriété externe d'autre chose. Hein, on parlera de Riss, de Barrow, de tous ces gens, Van Linden, André Linde, ouais c'est ça, parce qu'ils sont deux, Toft, Gérard Toft, tout ça, on en parlera plus tard. Non. L'interaction forte, c'est quoi? Elle est portée par le gluon ou le méson. Il y a 1 milliard de maisons, hein. Il y a les pions, les carons, il y en a tout un tas, mais bon, on va garder cette famille-là. Gluon et maison, c'est des bosons. L'un permet que les quarks se mettent par 3 et te forment un proton ou un neutron, et l'autre te permet de lier le proton avec le neutron. Voilà. L'interaction forte, en fait, c'est ce qui permet la cohésion d'un noyau, de quelque chose, d'une unité, d'une famille, d'une personne. Le principe d'individualité, ça peut être une famille, un mariage, mais ça forme toujours un. L'interaction faible, c'est ce qui permet la radioactivité, c'est-à-dire l'évolution de la matière, sa transformation, vie de la matière, transformation, évolution et mort. C'est les transformations de l'unité précédente. J'essaye de trouver le lien. La force électromagnétique, c'est ce qui permet à cette unité précédente qui est née et qui a commencé à évoluer, à se transformer et à muer, de voir son environnement et d'être relié aux autres humains, mais aussi d'être relié à l'univers. Vu que la force électromagnétique permet les liens chimiques, par exemple. Et là, on parle de particules qu'on compare à des humains. La force électromagnétique, c'est les liens sociaux, c'est comparable. Voilà. Et la gravité, portée par le graviton,
puisqu'on est en physique quantique, là je ne parlerai pas de courbure de l'espace-temps, mais plutôt de graviton. C'est Dieu qui sculpte le grand théâtre, la scène, c'est aussi les sillons de vie. Hein. C'est, voilà, tu as choisi ça, tu as fait ça, tu n'as pas trop bossé à l'école, tu as suivi telle personne, tu t'es engagé dans un sillon. Après, pour en sortir, faut mettre beaucoup d'énergie pour quitter un sillon. Voilà pourquoi quelquefois il vaut mieux anticiper certaines fréquentations ou certaines choses, parce qu'une fois que tu es rentré dedans, pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc les 4 forces me font penser à ça, et le décor, et à la limite, ouais, on va s'arrêter là pour les 4 forces. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que l'électron, là, on n'en parle plus, hein, pour les 4 forces. Par contre, le photon, il est dirigé par une des forces. Mais il n'y a pas d'électron. Normal, vous me direz, c'est un fermion. Et là, on s'adresse au boson uniquement. La particule, alors moi j'avais vu dans une conférence d'Étienne Klein qui parlait de la physique quantique comme d'une mécanique des étreintes. Moi je parlerais d'une drôle d'arithmétique. Alors je ne sais pas s'il est sur Jackie et Michel, des fois Étienne Klein, mais il faut qu'il se calme. Mécanique des étreintes, on se calme. Non. 1 plus 1 en mécanique quantique, ça peut donner 3. Une particule te donne une troisième chose, un système quantique. Ça peut donner 1. L'unité supérieure, par contre, c'est ça. Particule, ça donne un système quantique, même fonction d'onde. Ça peut donner 3 lorsque tu prends en compte... bon, 1 plus 1, ça peut donner 3, ça peut donner 1, ça peut donner 2. Voilà, c'est simple. Ça dépend. Parce que là, je suis en train de m'enferrer. Je suis en train de m'enferrer avec des exemples. Non, mais ça ne te donnera pas... Voilà, tu sais pas ce que ça peut donner. Eh oui, oui, c'est ça. Hein. Non, j'ai pas marqué de bêtises. Poursuivons. Après la particule et le décryptage, on va parler des principes qui fondent ce monde antinomique au nôtre, et pourtant c'est celui qui le fabrique. Celui qui le fabrique. Est-ce que c'est français? Bon, ben on va démarrer. Là, on a parlé des acteurs, on a parlé des acteurs, on a parlé des forces, on a évoqué quelques liens, on va poursuivre. Donc la physique quantique, si on devait, et là je m'inspire d'Étienne Klein, il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. Euh, si on doit démarrer l'explication de ce qui fonde la physique quantique, on démarre par le principe de superposition, parce que c'est celui qui implique les autres qui les font. Le principe de superposition d'état, c'est très simple. Avant la mesure, on ne sait pas dans quel état est la particule. La particule est dans un état superposé. Elle est dans une superposition d'états. C'est ce qui permet donc la covalence des liaisons classiques chimiques par le biais de l'électron. Elle est dans ce qu'on appelle le E quantique, EET. En parenthèse. Alors que nous sommes dans le ou relativiste. Un verre est un verre. Un verre ne peut pas être autre chose. En même temps. Un verre là, qui ne bouge pas, il ne bouge pas. Ou un verre qui est à 10 km/h, parce que tu l'as lancé à 10 km/h, il est à 10 km/h. Il ne peut pas être à 10 km/h et en même temps à 20 km/h et à 30. C'est ça la superposition d'état. Voilà. La particule a plusieurs vitesses possibles, plusieurs entre guillemets positions. Bon, ça encore c'est la fonction dont est allée. Et c'est la décohérence, c'est-à-dire la mesure qui va lui donner un état donné, une vitesse donnée. Alors, c'est Einstein, avec son expérience du baril de poudre, pour expliquer justement le ridicule de ce principe, qui va pousser Schrödinger, avec son expérience du chat Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant, qui va donc le pousser à imaginer la décohérence. La décohérence, c'est quoi? C'est que c'est la frontière entre notre monde et le monde quantique, c'est là où la particule se fixe dans un état donné. En général, c'est une observation, une mesure, mais ça peut être une interaction avec son environnement. Plus l'objet est gros, plus il risque d'avoir d'interaction, parce que plus il a de particules élémentaires, et plus il a de chances d'avoir d'interaction avec son environnement, et à ce moment-là, ça décohère. La décohérence se fait instantanément. Par exemple, les objets macroscopiques, mon briquet, mon téléphone, ils décohèrent instantanément. Par contre, plus c'est petit, moins il y a d'interaction avec l'environnement, et plus le temps de décohérence s'allonge. Donc, Schrödinger met au point l'équation qui porte son nom et qui définit tous les états possibles d'une particule. Cette fonction qu'on appelle fonction d'onde ou vecteur d'état permettra beaucoup de choses. C'est un outil mathématique qui va permettre tout un tas de choses en physique quantique. Donc l'histoire du baril de poudre, c'est simple, elle ne tient pas la route parce que le baril de poudre, il est dans notre monde classique, il ne peut pas être dans deux états différents. Et là, Einstein, il est calmé.
Euh, donc la décohérence, principe qui découle de la superposition, c'est le tirage de loterie. Toute mesure, toute interaction avec l'environnement, avec un observateur, avec ce que tu veux, provoque la décohérence et fixe un état particulier à la particule. Et lui fixe aussi sa nature. C'est la frontière entre le monde quantique et notre monde classique, le et le ou. Il explique pourquoi notre monde est comme ça, pourquoi notre monde est le monde de la dualité, ou c'est ça ou ça, c'est ça ou ça, c'est blanc ou noir. Dans le quantique, c'est blanc et noir, et toutes les couleurs même, monsieur, avant mesure. Et la mesure, à la limite, si tu sais bien la maîtriser, tu peux choisir ta couleur et donc fixer ton réel et choisir ton réel et écrire la pièce que tu veux. Le passage du et au ou a été observé par l'équipe de Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel en 2012, prix Nobel de physique, un français, hein, c'est prix Nobel, hein, c'est pas... Il n'a pas chopé la quille du Mickey au manège, hein, c'est le prix Nobel. Bon, moi je cite Bruno et Raymond, qui est avec lui, il faut les citer. Serge Haroche, je pense il doit faire des conférences, vous devez retrouver sur YouTube ce qu'il dit. Il a observé une décohérence, c'est-à-dire le passage entre plusieurs états en même temps à un état. Et la force de son truc, c'est qu'il a imaginé un dispositif qui piège des ions, c'est-à-dire des atomes qui ne sont plus neutres électriquement, et il a pu la voir là, cette décohérence. Même, je veux dire, pas seulement sur un plan scientifique, mais sur un plan technique. Quand même une pointure, les types. Voilà, je tenais à le souligner aussi, hein, parce qu'on n'entend pas parler de Serge Haroche. Ben non, les séries te parlent de Einstein. J'ai rien contre Einstein, c'est les séries qui m'énervent. Je trouve que ces séries sont simplistes, quoi. Ils te présentent les conneries, genre Big Bang Theory, tout ça, c'est de la merde, parce que ça te donne toujours des clichés et des simplismes sur les scientifiques, comment ils devraient être. Finalement, ça rentre dans l'imaginaire des gens, et donc pour eux, un scientifique, c'est un gros gringalet avec des lunettes qui sait tout sur tout. Ça marche pas comme ça. J'en ai connu des scientifiques, je peux vous dire que ne correspondaient pas à cette image. Ils étaient bien loin de cette image d'ailleurs. Donc la décohérence fixe notre réel. Voilà, c'est la décohérence, c'est le tirage du loto. C'est au moment où la nana elle sort la boule. Le 28, ouais. Là c'est le 28. Il n'y a plus, je suis le 27, je suis le 12, je suis le 10. C'est le 28. Donc fixe notre réel, la décohérence, par la mesure, par l'interaction avec l'environnement, par l'observateur. Plus les interactions sont nombreuses, et moins l'interaction est longue, et moins le temps de décohérence est long. À notre niveau, elle est quasi instantanée. L'expérience spectateur fixe le réel, je l'ai déjà dit. L'homme est vu comme un collecteur d'infos en physique quantique, voilà ce qu'il est. Ni plus ni moins. Nous, on voit un électron comme une particule, ben, la particule, peut-être qu'elle nous voit juste comme un collecteur d'infos. Dis-moi poliment un casse-couille. Elle est tout en même temps, t'arrives, ah, tu seras comme ça maintenant, merde. Donc, mesure, décohérence en nature. On a la nature de la particule, on a son état. Explique notre réel, ça rappelle certains mondes, sinon le décor. Alors moi ça me fait penser, voilà, le principe de superposition. Excusez-moi, je lis en même temps. Est-ce que la conscience a un rôle sur la décohérence et sa production? Prenons l'exemple du chat de Schrödinger. On fait l'expérience, mais nous on n'a pas le résultat. L'expérience elle est finie, on n'a pas le résultat. C'est qui fixe? C'est nous? C'est... Vous comprenez ce que je veux dire? On est plein d'un solipsisme. Je fais une expérience, elle est finie, mais moi je ne lirai le résultat que dans un an. Est-ce que c'est ma conscience qui va fixer le résultat qui s'est passé un an avant? Ben, les idéalistes, par exemple en physique quantique, qui sont un courant d'interprétation, qui forment un courant d'interprétation de la physique quantique, te disent que oui, c'est la conscience. Par exemple, prenez un exemple, une étoile, sa lumière met 10 milliards d'années avant de nous parvenir, ben, tant qu'on ne l'a pas vue, elle n'existe pas. Et quand on la voit 10 milliards d'années après, elle existe. C'est un peu cette image, hein. C'est très compliqué, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est est-ce que c'est la mesure en tant que mesure objective ou est-ce que c'est la conscience de l'observateur qui fait le réel? C'est un petit peu comme ces simulations où tu avances, et en fait le décor il se fait au fur et à mesure que tu avances. Au fur et à mesure que l'observateur, le collecteur d'infos avance, la simulation se fait. C'est le principe d'économie de beaucoup de simulations. Allez sur Second Life, vous allez faire voler votre personnage ou vous le faites avancer, vous verrez que le décor se fait au fur et à mesure qu'il avance. Eh oui, c'est un principe d'économie, ne serait-ce que pour la puissance de calcul des machines qui font tourner cette grille, ce monde gris. Donc la décohérence, je la vois comme une loterie avec des bulles opaques. Avec une bulle opaque, à l'intérieur il y a les boules. Le fonctionnement est inconnu et ça nous donne des nombres qui sortent. La matrice du réel.
La décohérence à un autre niveau, si on devait faire une comparaison, hein, c'est un homme qui est dans plusieurs états ou quelqu'un qui sort d'un rêve. Après la décohérence, donc deuxième principe, et principe qui vient de la superposition, superposition d'états, décohérence, état fixé. On est d'accord? Je vais vous parler de l'intrication. L'intrication, c'est carrément, c'est pareil, ça a été observé, l'expérience la plus célèbre qui a pu confirmer l'intrication, c'est l'expérience de Alain Aspect en 81, je crois, à l'Institut d'optique d'Orsay. C'est une expérience très célèbre, hein, 81 ou 82. Il a observé une intrication. La physique quantique, c'est une physique qui s'est bâtie dans les années 20, dans les années 30, la décennie miraculeuse, je crois que c'était 23, 32, un truc comme ça. Mais surtout 4 années prolifiques où la théorie était théorie des quantas, est devenue mécanique quantique et pour devenir ensuite physique quantique. Il n'y avait pas encore les équipements, la technologie pour pouvoir faire certaines expériences. Mais la magie de cette physique, c'est qu'avec la technologie qu'on a maintenant, on peut faire ces expériences, on s'aperçoit que ce qui a été prévu par des équations, ce qui a été prévu par ces génies comme Dirac, comme Bohr, comment il s'appelle, je l'ai cité, Dirac, Heisenberg, Compton, Chadwick, ces gens-là, ils ont annoncé des trucs qu'on vérifie là, des bizarreries, des trucs de fou. Et ben on peut maintenant, expérimentalement parlant, les vérifier. L'intrication a été vérifiée en 80 expérimentalement par Alain Aspect, mais elle a été vérifiée ensuite aux USA, au Japon et à plusieurs reprises. Qu'est-ce que l'intrication? C'est très simple. Si tu arrives à créer deux particules, ou deux atomes, ou deux électrons, ou même ça peut aller jusqu'aux molécules, en même temps, tu les intriques. Si tu veux, elles ont la même fonction d'onde. C'est la même chose, à deux endroits différents. Vous vous rappelez le condensat? Ben là, c'est pareil. Si tu en prends une, si tu prends une particule, on va prendre n'importe quel un électron. Tu crées deux électrons, tu les intriques, tu les fais partir chacun dans une direction opposée. Tu peux les mettre à chaque bout de l'univers si tu as une interaction avec l'un instantanément. Hein, j'ai bien dit instantanément, immédiatement. L'autre réagit. Vous allez me dire, mais attendez, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Non, ça ne viole pas la vitesse de la lumière parce que l'information ne va pas plus vite que la lumière. Pour constater que l'autre réagit, tu iras toujours moins vite que la lumière et ton information aussi. Si tu envoies un signal ou quelqu'un en talkie-walkie pour dire oui, elle a réagi, ça mettra un temps en tout cas supérieur à celui de la vitesse de la lumière. Par contre, ce que tu peux me dire, c'est, mais attends, c'est la même chose qui est à un bout de l'autre de l'univers et ça réagit immédiatement. Il est où l'espace? Eh ouais, la physique quantique s'affranchit de l'espace dans le cadre de l'intrication. Elle s'affranchit tellement de l'espace qu'on maintenant on travaille sur la téléportation quantique. Alors pareil, le grand public, ben on l'a enfumé en lui faisant croire que c'est une téléportation à la Star Trek, ce qui créerait des problèmes déjà ontologiques, des problèmes. Qu'est-ce que l'homme, hein? Si tu prends toutes ces molécules et tu les recrées de l'autre côté, est-ce que c'est vraiment lui? Et si tu crées plusieurs copies, c'est lequel l'original? Tu comprends ce que je veux dire? Non, la téléportation quantique, c'est une téléportation d'informations. Tu utilises trois particules. La particule de départ où il y a l'info, une particule au milieu, et la particule de fin qui récupère ces infos. Il n'y a pas de téléportation de matière. Voilà. Mais l'intrication sert à ça et sert à la cryptographie. Imagine en cryptographie, tu intriques un message fait de particules, de photons. Mais chaque photon du message est intriqué avec des photons d'un message témoin. Tu envoies ton message, si n'importe qui interagit et essaye de lire le message, ou en tout cas interagit avec le message, tu as le message témoin qui est à côté de toi. Et tu le vois immédiatement, puisque avec l'intrication, tu vois tout de suite. Tu touches à un photon qui est intriqué avec un autre photon, tu sais qu'on a essayé de lire ton message. Vous voyez les enjeux? Je vous épargne aussi, je vous évite de vous parler de l'informatique quantique, hein, mais bon, c'est... Parce qu'on n'est pas là pour ça, on est surtout là pour les éléments de vérité. L'intrication te permet de comprendre que la physique quantique, nouvelle bizarrerie, s'affranchit de l'espace. L'intrication, ça fait penser en fait les New Age, tout ça, ils sont partis en fly parce que pour eux, ça veut dire qu'on est dans un tout et que en fait, quelque part, ils ont pas tort. L'intrication, c'est quoi? C'est aussi se dire que on est peut-être constitutif d'un tout unique, mais nous, on le voit en divisé. Toujours cette dualité. L'intrication, c'est quoi? C'est j'ai deux caméras et je filme un poisson. D'un côté, je le filme de face et de l'autre côté, je le filme en biais. Et j'ai deux écrans. Et je ne sais pas que je filme le même poisson.
Et dès que je touche, dès que je touche le poisson à la tête, tu vois la queue qui bouge instantanément. Tu te dis, mais attends, ça bouge, c'est instantané. Bah ouais, c'est le même poisson. Vous voyez l'image? Une fois qu'on interagit sur l'un, l'intrication, il n'y en a plus. Hein. Ça redevient deux particules différentes, deux systèmes différents. Mais tant qu'on n'a rien fait, elles sont intriquées. On peut retrouver ça à notre échelle avec la gémellité, les jumeaux, qui sont liés. Ou alors, quand des liens très forts entre deux personnes, un couple ou quelque chose, on peut parler d'intrication à notre niveau, hein, même si ce ne sera pas toujours pareil. C'est toujours pareil, l'habillement, l'habillage n'est pas le même, mais le principe reste le même. Il s'agit de liens qui s'affranchissent de l'espace et du temps. Ça, c'était l'intrication. Après, la décohérence et la superposition. Donc voilà, PR, etc. etc. Alors, l'intrication, Bohr, ça a donné, pareil, Einstein n'était pas d'accord. Pour lui, il y avait des variables cachées, qu'on ne maîtrisait pas tout, qu'il y avait une théorie au-dessus qui expliquait ça, mais que nous, on le voyait comme ça fonctionne, mais on n'avait pas toutes les règles. Et bien, ce point a fait l'objet de controverses célèbres entre Niels Bohr et Einstein. C'était même médiatisé à l'époque. À l'époque, ils ne mettaient pas Nabila à la radio ou à la télé, ils mettaient les controverses entre Bohr, Einstein. Le niveau était un petit peu plus élevé. On tirait les gens vers le haut à ce niveau-là. On ne les tirait pas vers le bas. Enfin, on les montait, on les poussait vers le haut, on ne les tirait pas vers le bas. Pour Einstein, il y avait des variables cachées qui expliquaient ça, sinon c'était pas possible. Ça violait la vitesse de la lumière, donc la causalité. Donc on a très vite démontré que l'info qui constate l'intrication ne viole pas la vitesse de la lumière, et ce qui ne doit pas violer la vitesse de la lumière, c'est un info ou un signal. Première chose. Deuxième chose, dans les années 60, John Bell crée ces inégalités qui démontrent que Bohr avait raison, que la théorie quantique, et notamment dans le cadre de l'intrication, se suffisait à elle-même et qu'il n'y avait pas de variable cachée. Depuis, donc, ça a été validé par les expériences d'Alain Orsay et d'autres depuis, avec une technologie moderne. Et voilà, donc l'élément de vérité là, ce serait quand tout l'univers est un tout en fait, lié, pas lié par l'espace, pas lié par la causalité, lié. Ça serait un corps unique, comme si, imagine, je suis l'électron de mon corps il est unique, mais moi je le vois sous forme d'univers. On verra avec le Big Bang que l'univers qui était un contenant est devenu un objet physique avec sa propre histoire, sa propre évolution, et qu'il était lui-même acteur de la propre pièce dans laquelle il était censé être la scène, la grande scène. Vous en voulez encore des bizarreries? La physique quantique s'affranchit de l'espace, on vient de le voir, du temps, la causalité, de l'unité, du déterminé, du certain. Il peut aussi s'affranchir du temps. Dans le cas des expériences quantiques, non, alors, il peut s'affranchir de l'espace, il peut aussi s'affranchir du temps. Notamment, lorsqu'on voit que les équations quantiques sont réversibles, à part pour certaines, très rares, comme celle dans le cadre de l'interaction faible, où le kaon choisit d'être d'une direction plutôt qu'une autre. On appelle ça une brisure de symétrie et ça donne le cours du temps. Sinon, les équations sont réversibles. Il faut savoir que la notion de temps en physique quantique, c'est des cycles. Ou alors c'est des durées. Mais il n'y a pas une flèche du temps. Si tu fais une transformation dans un sens, tu peux la faire en sens inverse. Sauf pour le kaon. Le kaon, c'est un maison et là, il n'y a pas de symétrie. Tu peux pas. Si tu passes d'un côté, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est ce qui explique la flèche du temps, le cours du temps. Ce qui explique que si tu fais tomber un verre et qu'il se brise, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas remonter le film, entre guillemets. Mais le pire, c'est l'expérience de gomme quantique, où là, carrément, on s'affranchit du temps, on viole la causalité. Alors, c'est simple. L'expérience de la gomme quantique, c'est on a repris l'expérience des fentes de Young, et cette fois, entre les fentes, on passe les billes jetées une à une, les particules jetées une à une, et qui se comportent soit comme une onde, soit comme une corpuscule en passant. Là, c'est encore pire. L'instrument de détection, il est après le passage des fentes. Et on s'aperçoit qu'une fois que la particule a passé la fente, c'est en voyant le type de mesure auquel elle est soumise qu'elle choisira sa nature avant. C'est-à-dire si elle est passée en même temps à travers les deux fentes, comme une onde, ou si elle a choisi une seule fente, comme un corpuscule. Pour faire simple,
toujours pareil, l'effet est avant la cause. Il passe la fente, le photon. Voilà, il passe la fente. On ne sait pas s'il a passé une fente ou les deux fentes en même temps, s'il est corpuscule ou s'il est onde. Lui-même ne le sait pas. Ce n'est qu'en passant la fente et en voyant ce qu'on attend de lui, qui transforme son histoire passée. On vient d'abolir le temps. C'est l'expérience de gomme quantique, l'expérience de Marlan et Scully. Je vous invite à aller la voir, parce que franchement, là, c'est impressionnant. C'est l'inversion de la cause et de l'effet. On a parlé de l'intrication qui défie l'espace, et le temps aussi, quelque part, puisque c'est instantané. Pardon. Mieux, la particule, elle peut s'affranchir de sa nature, comme on l'a vu avec la perte Cooper. C'est des électrons, des fermions qui se comportent comme des bosons. Si on prend l'exemple à notre niveau, peut-être les travestis, non? Ou les transgenres. Ils ont une nature, mais ils passent à l'autre. Je sais pas. C'est pas trivial, hein, je cherche des exemples. Hein. Commencez pas à penser que... Condensat de Bose-Einstein, c'est pareil. 10 millions d'atomes de rubidium qui se comportent en boson, enfin en unique chose, quoi. Voilà, j'en ai parlé. Bien, donc ben, on a vu un petit peu différents principes de la physique quantique. On va essayer de conclure un petit peu avec ce qui nous reste. C'est l'étage qui fabrique notre étage, qui fabrique notre réel. C'est un étage donc où il y a tout un tas de bizarreries, où les dialogues, où les règles sont contre-intuitives, en tout cas par rapport à ce que nous connaissons. C'est l'étage, un étage tampon avec quelque chose qui nous est inaccessible et que j'appellerais le monde du verbe ou le monde de l'angélique. C'est le monde subquantique, le monde des cordes par exemple. On est allé donc au fond du terrier pour se faire une limite, pour se faire une idée sur les limites. Hein, toucher les murs de la prison, c'est la première chose que tu fais. Comme un enfant, jusqu'où je peux aller. Comme ça, je fixe mes limites et après, je vois. Ben là, on a découvert le problème, c'est qu'on pensait tomber sur des limites spatiales uniquement et on est tombé sur tout un tas de murs. On est tombé sur des limites conceptuelles, sur une limite ontologique, c'est-à-dire sur l'existant. Hein, les interrogations sur la nature indéterminée de la particule avant. On est tombé sur les limites spatiales, mais c'est pas les pires, parce qu'à la limite, une limite spatiale, tu dis qu'avec la technologie, tu peux aller de plus en plus loin, tu peux être de plus en plus fin. Mais non, on est arrivé à des limites temporelles, avec des effets qui deviennent les causes de leur propre cause, une limite énergétique, puisqu'on arrive à des quantums, quantum de lumière, quantum de matière, quantum de lumière étant le photon. Le quantum de matière, on va dire que c'est la particule élémentaire, même si on va encore aller plus loin. En fait, on est arrivé dans un monde bizarre, incompréhensible, et au lieu d'avoir une limite, on en a trouvé plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de questions qu'avant d'y aller. Mais il fallait y aller quand même. Il fallait y aller. Donc c'est un monde tampon, c'est un monde que je sépare en deux, donc les coulisses et la scène. La scène, c'est ce que nous voyons, et les coulisses, c'est ce qui est dos au monde subquantique, qui crée le monde quantique, qui nous crée. C'est des étages qui se protègent. C'est le monde de la fabrication de ce qui fait notre réel, voilà. De la formation de ce qui nous fabrique à l'état chimique, après la décohérence. C'est marrant parce que ça me rappelle l'indifférencié, voilà. Tu tires de l'indifférencié, de l'énergie, et tu as une particule, selon ce que tu veux, selon ce que tu peux. Voilà, photon, ange de Dieu, envoyé par l'univers ou par Dieu. Le photon te lie à l'univers, te lie à Dieu, te lie à l'environnement, te lie à quelque chose. Et quand je dis Dieu, je ne pense pas au barbu des religions. On parle de la notion de Dieu, de l'unité, de l'un. On est d'accord qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a un principe intelligent, ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà, mais je ne parle pas de religion, même si les religions décrivent aussi l'univers, je vous le démontrerai, d'ailleurs on le voit là avec les liens, ils le décrivent avec d'autres langues. Mais elles racontent les mêmes choses. Contrairement à ce que peuvent prétendre les démagos, et c'est un type comme moi, c'est-à-dire un non-religieux qui vous le dit, les religions, ce ne sont pas des sectes qui auraient réussi. Parce que les sectes ne réussissent pas, au bout d'un moment, elles disparaissent. Non, ça c'est démago, c'est naze. C'est des mecs qui se donnent un air intelligent, qui sortent des vérités. Alors c'est plaisant à entendre à l'oreille, mais dès que tu grattes un peu, c'est de la merde.
Les religions décrivent à leur manière aussi une réalité, même si elles ont servi d'instrument de contrôle, même si elles ont été tripotées, notamment au niveau liturgique, tout ça, parce que, excuse-moi, mais un dieu qui crée des centaines de milliards de galaxies, il n'en a rien à foutre de ce que tu bouffes. Non, après, tu sens qu'ils n'aiment pas humaine. Mais ce ne sont pas des sectes qui ont réussi, les religions. Sinon, elles n'auraient pas le succès qu'elles ont. Je veux dire, il faut arrêter, aussi avec des phrases toutes faites. On a vu les liens avec le judaïsme, hein, la Genèse, le bouddhisme, la Maya, le vide, l'illusion, pensée de Dieu, tout ça, l'univers. On va aborder ces thèmes hein, plus tard, hein, c'est pour ça que je passe rapide. Des liens évidents avec l'hindouisme aussi. Pardon. Avec le monde gnostique, et je vous dirai pourquoi. Le monde d'entropie, le monde du chaos, le monde du désordre, Yao qui tombe, l'ouvrier inconscient des mondes du bas. Ça vous rappelle rien pour les gnostiques? L'enfant qui traverse l'espace, Yao qui tombe, qui enfle, création de l'univers, etc., etc. Voilà, donc des liens avec la métaphysique, avec les religions, avec d'autres sciences, avec d'autres disciplines, avec la sociologie. Lorsque je compare les relations humaines et les physiques des particules, c'est de la sociologie. Lorsque je parle d'autres langages, d'autres types de rapports, on étudie une population de choses et les rapports entre elles. La physique, c'est de la sociologie, hein, de l'inerte. Hein. Voilà, hein. Elle est bien cette image. On a des liens évidents avec l'onirique, avec l'électronique, bref. Lorsqu'on regarde la physique quantique avec l'œil du profane qui cherche à faire des liens et qui cherche les symboles, tu t'aperçois qu'il y a des liens avec le reste. Et encore une fois, je pense que la promenade, elle est réussie dans le sens où on a trouvé des fleurs qu'on pouvait retrouver ailleurs. Pardon. Oh là là. Ouais, ben, je suis malade. C'est l'hiver, c'est le moment. On a trouvé des éléments de vérité, parce que c'est des éléments transversaux, c'est des éléments symboles, c'est des éléments, lorsque tu les regardes sous différents angles, tu t'aperçois qu'ils ont des liens avec d'autres disciplines et que toutes te donnent une même direction. Voilà pourquoi tout ce que je vous ai indiqué là, je ne l'ai pas choisi par hasard. J'aurais pu faire des heures et des heures, rien que sur l'histoire de la physique quantique. Vous parlez de, excusez-moi, vous parlez de Max Planck, la théorie des quanta, 1900, la catastrophe ultraviolette, mais tout ça vous le retrouverez sur Internet. Moi je veux les éléments de vérité. Voilà. C'est une synthèse. C'est pas... Donc, notre réel, maintenant on le sait, c'est du pipeau, c'est une illusion. Nous sommes du pipeau. Et notre vérité, elle est relative. La vérité de notre monde n'existe plus en bas. Nos mesures. Pardon. Nos mesures n'existent pas. Tout ce qu'on connaît ici, en bas, ça n'existe pas. Je reprends, c'est simple. Ce qu'on voit, nous, plein, c'est du vide. En quantique, la matière, c'est quoi? C'est des particules, c'est des champs électromagnétiques, mais c'est tout. Le continu, pardon. Le continu, je disais, la table, elle est continue, la matière, elle est continue. Ben, il devient discontinu, avec tout le vide, normal. Le déterminé, que ce soit la nature de l'objet ou son état, ben, il est indéterminé, avant la mesure. Et après la mesure, il reste imprécis, probabiliste. Le certain, c'est le probable, voir la mesure. Le localisé, t'es là, ben non, là t'es étalé. On ne sait pas trop où t'es, peut-être là, peut-être là, peut-être là. L'ici, de ici maintenant, ben, là-bas c'est par là. L'individuel, ben, avec l'intrication, avec les condensats de Bose, il n'y a plus d'individuel. Tu peux grouper toute une foule et en faire un. Le spectateur, pour nous, c'est-à-dire nous, on regarde, ah, il fait beau, ouais. Là, ben là, il est acteur. Puisqu'en observant, en mesurant, il fixe, en interagissant, il fixe le réel. Il fixe la particule dans un état précis d'une nature donnée. Notre temps est la flèche du temps, c'est-à-dire le cours irréversible du temps. En quantique, c'est des durées, des cycles. Le temps est réversible lorsqu'on ne l'abolit pas, tout simplement. Voir l'expérience de la gomme quantique, ben, notre espace, leur scène, c'est un espace d'Hilbert, c'est une scène théorique, pareil. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de sens à parler d'espace réellement, c'est des théories des champs.
Voilà, c'est des champs scalaires, c'est comme la carte météo, c'est des théories des champs qui constituent la mécanique quantique. Donc parler d'un espace comme le nôtre et de mouvements comme les nôtres, non, non, ça marche pas comme ça. Euh, ouais, c'est un non-sens, c'est un non-sens. J'ai même pas à réfléchir. Non, surtout la physique quantique, elle nous amène à nous interroger sur est-ce qu'il existe une réalité absolue, vu que selon le plan, la réalité change. Est-ce qu'il existe une vérité absolue? Alors il y a plein d'interprétations. Vous avez les idéalistes qui eux te disent que c'est la conscience qui fixe le réel. Vous avez Wheeler par exemple qui te dit qu'aucun phénomène n'est réel tant qu'il n'est pas observé. Méditez sur cette phrase, c'est important. Vous avez les matérialistes qui eux refusent tout un tas de choses. Vous avez par exemple Bohm qui veut développer ou qui a développé une physique plus classique avec des particules ponctuelles, c'est-à-dire lui il t'élimine le côté indéterminé de la nature de la particule, il va t'éliminer la fonction d'onde, enfin il va te refaire ça comme une physique classique, c'est-à-dire la particule c'est un point, c'est quelque chose. Il veut revenir à ce formalisme-là de la physique classique. Vous avez l'école de Copenhague, notamment Niels Bohr, qui elle te dit, alors je ne sais plus comment on pourrait les appeler, est-ce que c'est des idéalistes? En tout cas l'école de Copenhague c'est simple, ils te disent la physique quantique, on ne comprend rien, mais ça marche tous les jours. Regardez toutes les réalisations de la physique quantique. Donc partant de là, c'est tout ce qui nous intéresse. On ne cherche pas à décrire le réel, on veut juste quelque chose qui fonctionne. Ça marche, tant mieux. Mais il n'y a aucune interprétation qui tienne la route, enfin qui tienne la route, qui l'emporte sur les autres, à l'heure d'aujourd'hui. Se rappeler que la physique quantique, c'est une modélisation. C'est pas forcément une reproduction de la réalité, au sens où on l'entend. Elle décrit le réel, contrairement à d'autres. Elle décrit le réel, mais c'est quand même une théorie mathématique. Ils ne cherchent pas à essayer d'avoir une image dans leur tête de comment ça se passe. C'est des chiffres, c'est des matrices de nombres. L'expérience te fournit des nombres et ça travaille à coup d'équations. Elle nous amène donc à nous interroger sur la conscience, le rôle de la conscience. C'est quoi? L'univers a une conscience et il est en train de se fabriquer? C'est nous qui fabriquons l'univers? C'est une conscience externe à l'univers qui fabrique tout ça? Ou qui veut tout ça? C'est comment ça marche? Est-ce que notre conscience fait vraiment le réel? Est-ce que nous ne sommes nous-mêmes que le produit d'une conscience supérieure qui fixerait le réel, qui fixerait tout ça? C'est quoi un rêve? C'est pour les idéalistes, ouais, c'est notre conscience qui fait le réel. Mais comme nous-mêmes on appartient à ce monde, euh, je sais pas, une partie de ce monde qui ferait la totalité de ce monde. Ça rappelle la fractalité. On va aborder la fractalité parce que c'est quelque chose d'important qu'on retrouve d'ailleurs à l'échelle de l'univers. Hein. C'est le tout est dans la partie. Voilà, mais on va y revenir parce que c'est important. On va parler de Mandelbrot, on va parler des mathématiques parce que la fractalité est un élément de vérité fort. Il faut savoir que l'univers en entier comporte 6 ordres fractales. Que là, on est en train de faire du fractal hein, en comparant deux plans d'existence différents et en découvrant des similitudes entre les deux quant à leur mode de fonctionnement, même s'ils sont bizarroïdes, quant à leur population. J'ai comparé l'électron à quoi? À l'humain et à la matière. J'ai comparé le photon à quoi? Aux anges. J'ai comparé un plan au nôtre. Voilà, c'est des plans qui se ressemblent parce qu'ils sont structurés pareil, à l'identique. Il y a juste l'échelle qui change. La fractalité, c'est ça. C'est pas que ça aussi. Hein. C'est d'autres choses. C'est les attracteurs d'étranges. On y reviendra. Euh, on peut aussi s'interroger voilà, sur la place de l'homme dans l'univers, hein, finalement. La scène, quoi. Quelque chose en bas nous fabrique nous, on ne comprend pas comment ça marche et on voit des choses hallucinantes. Et on nous dit, c'est pas toi qui n'as pas compris, c'est que c'est intrinsèque à ce monde. Ce monde est incompréhensible. Tu ne peux pas le saisir. Pourquoi? Et ça marche. La physique quantique, c'est ton ordinateur, c'est ton téléphone. C'est toute l'électronique. C'est les lasers, c'est les IRM. Voilà, non, mais ça c'est pour les blaireaux. D'ailleurs, les blaireaux, ils m'écoutent pas. Il y a que des gens intelligents qui m'écoutent. Mais les gros blaireaux qui disent, ouais, mais c'est des conneries, tout ça. Mais putain, ton téléphone, c'est quoi? Les principes de l'électronique, c'est quoi? C'est la physique quantique qui a permis tout ça. Voilà, c'est des principes théoriques, c'est une physique théorique, c'est une physique compliquée qui a permis quoi? Un développement technologique qui a permis ton ordinateur, ton processeur. Comment marche ton processeur? Voilà, les électrons là, qui chauffent tout ça. Je crois qu'on s'en sert comment? Ils sont en train d'essayer de construire un ordinateur quantique. D'ailleurs, vous savez quoi? Un ordinateur quantique
On n'aurait pas un bit d'information, on aurait un qubit, c'est-à-dire des états superposés. Ce qui fait que ton ordinateur, au lieu de calculer ce truc, puis ce truc, puis ce truc, calcule tous les trucs en même temps, comme l'univers. Toutes les possibilités, choisit la meilleure. Comme la photosynthèse. Donne un exemple de physique quantique, d'états superposés et de décohérence. La photosynthèse. Biologiquement, on retrouve des principes de physique quantique, c'est-à-dire tous les chemins sont calculés et le truc choisit le bon chemin. La physique quantique, elle nous amène aussi à nous interroger sur le rôle de l'humain, dans le sens où tout pour elle est information ou énergie, collecteur d'information ou énergie, c'est-à-dire support ou information. C'est une théorie de l'information, c'est une théorie probabiliste, c'est une théorie de l'énergie, c'est une théorie métaphysique, c'est une théorie, c'est impressionnant. Et encore, je ne vous ai parlé que d'un dixième, mais vous avez Internet pour creuser. Physique quantique. Avant, on parlait de mécanique quantique, mais quand je dis physique quantique, il y a modèle standard plus mécanique quantique dedans, voilà. Et tous les trucs, chromodynamique quantique, enfin les parties de la physique quantique, quoi. Électrodynamique quantique, etc. La chromodynamique quantique, c'est la partie de la physique qui s'intéresse, je crois, uniquement à l'interaction forte. Et elle voit l'écart comme des couleurs. On verra qu'il y a un lien aussi entre couleurs, vibrations, etc. Mais bon. Le plus curieux, je vais vous dire, à la limite le plus curieux, c'est qu'il y a tellement de paramètres. C'est tellement complexe de modéliser une molécule parce que tu as des milliards de paramètres. C'est comme la météo, il faut une puissance informatique énorme pour tenir compte de toutes les interactions possibles. Là, c'est pareil. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils travaillent sur des modèles simplifiés. Pour prendre une image célèbre, c'est comme si tu étudies des vaguelettes d'un lac calme, par temps calme, pour essayer de comprendre une mer déchaînée. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils utilisent des modèles simplifiés pour essayer de comprendre la physique quantique. On ne sait pas comment ça se passe et on utilise des trucs très très simples où on ne met même pas tous les paramètres et on arrive quand même à avoir des réalisations dans notre monde classique. C'est à croire que finalement on regarde un truc mais ça se passe ailleurs, quoi. Non mais c'est vrai, quoi. Tu sais rien du truc, tu sais pas comment ça se passe, tu étudies superficiellement la petite couche du dessus et tout le reste tu dis non, c'est des perturbations qui influencent pas mon expérience, non ça c'est voilà, tu mets un champ abstrait et tu trouves des résultats qui te permettent de faire des choses à ton échelle. À un moment, tu te dis, mais attends, peut-être que ce que je regarde là, en fait, ça se passe ailleurs. Ben non. Il n'y a pas de variable cachée, apparemment. Voilà, qui décide de la réalité, plusieurs réalités. Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est tous ensemble? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un programme? Voilà, c'est vraiment voilà, la physique quantique nous interroge sur notre relation au monde, notre nature, notre place et remet tout en cause. Au fond du terrier, on n'a pas trouvé de réponse, mais une déconstruction complète du peu qui nous restait. On s'aperçoit que nous sommes dans une illusion, mensonge, description. On a quand même quelques pistes. On a la piste énergie-information. Au niveau quantique, elles sont encore entrelacées, l'énergie et l'information. On verra qu'elles sont totalement imbriquées plus bas. Là, on ne les distingue pas. Pour arriver après à quoi, je ne sais pas. L'énergie, c'est la vie. Elle est portée par le boson. L'énergie, c'est la super force qui se divisera en 4 forces ensuite, en 4 archanges. Voilà, je pense que c'est ça en bout de chaîne, de l'énergie. De l'énergie-information, les deux en même temps. Ressemblance homme-particule, on en a parlé. Est-ce que l'électron a une conscience? Ressemblance avec le macroscopique, donc la scène vide, les planètes. Ouais, le macroscopique, on va voir qu'il ressemble un petit peu, on dirait l'infiniment petit, quelque chose d'encore plus grand. Même si c'est pas tout à fait les mêmes règles, parce que dans le cadre du Big Bang, et surtout de la relativité, on verra que les règles changent. C'est pas les règles de la physique quantique, c'est d'autres règles. On est dans le monde, on a l'impression que c'est un monde qui est un mélange de quantique et de certain. Le quantique c'est le et, nous c'est le ou, eux c'est le et et le ou. La relativité vous expliquera ça bien mieux. Constat. Ouais, le constat que je vais faire aussi, c'est qu'il y a des gens comme Platon qui ont parlé de projection, de monde illusion. Il y a des gens comme les bouddhistes, comme dans l'hindouisme. Il y a beaucoup d'anciens qui n'avaient pas nos concepts et qui ont rapproché ce qu'on découvre maintenant. C'est là où tu vois qu'ils sont balèzes. C'est là où on parle d'initiés. C'est là où on dit, mais on leur a donné le message, c'est pas vrai dans les rêves. Comment se fait-il? Platon, par exemple, utilise des concepts qui n'existaient pas à son époque et qui ne se sont mis à exister que maintenant.
projection de monde, c'est l'holographie. Hein. Reprenez par exemple ne serait-ce que juste la caverne de Platon, l'exemple de la caverne, du mythe de la caverne de Platon. Et oui, ça c'est dit, bien sûr. La physique quantique, ah oui, voilà pourquoi aussi c'est important, c'est l'un des socles de la physique moderne. Tu as la physique quantique d'un côté, tu as la relativité de l'autre. C'est deux explications à deux échelles différentes de l'univers, mais on n'arrive pas à les unifier parce qu'elles n'ont pas la même langue. D'un côté on parle de force, de l'autre côté on parle de courbure, d'un côté on utilise des équations très complexes, de l'autre côté on utilise d'autres équations, ainsi de suite. Et on aimerait unifier les deux pour essayer de comprendre la gravité à très petite échelle, donc par conséquent pouvoir étudier les trous noirs où la gravité agit à des très petites échelles, et pouvoir aussi dépasser ce mur de Planck, c'est-à-dire savoir ce qu'il y avait au début de l'univers, si l'univers a un début. Parce qu'à ce moment-là, tout était concentré dans un petit espace bien plus petit qu'un atome, et il faut quand même tenir compte de la gravité. Et on ne sait pas calculer les effets de la gravité, on ne sait pas utiliser la gravité à petite échelle, on ne peut pas l'utiliser dans le quantique, et toutes les tentatives d'unification de ces deux socles de la physique ont débouché sur des infinis qu'on ne pouvait plus manipuler. On arrive sur un peu comme si tu tapais un calcul sur ta calculatrice et tu as erreur à chaque fois. Ben là, c'est des infinis. Donc la théorie des cordes est une piste pour unifier, parce qu'elle remonte vers le symbole énergie, elle simplifie un petit peu, donc on peut peut-être retrouver une nouvelle réécriture avec la théorie des cordes, et on va l'aborder bientôt, là, prochain épisode. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à unifier les deux théories en une théorie quantique de la gravitation, une théorie du tout, qui permettrait d'expliquer l'univers à chaque échelle, à chaque instant, avec une seule théorie, une seule langue. On est allé au fond du terrier, on est allé aux limites, et au fond du terrier, au lieu de trouver des explications, ou en tout cas d'arriver au mur, on a trouvé plusieurs murs, on a surtout trouvé un trou. Et lorsqu'on a regardé, on a vu, au travers le trou, on a vu un gouffre de vide. Et au fond, ben ouais, les coulisses, on a réussi à glisser un œil. Et on a vu quoi? On a vu un abîme, un gouffre, un gouffre, un gouffre. Pourquoi je prends l'exemple du gouffre? L'arbre de vie, vous avez le seuil, le gouffre et l'abîme. L'abîme, c'est juste en dessous de Dieu. Là, c'est un gouffre. Et au bout du gouffre, on nous a dit, il y a le subquantique. Et là, c'est un monde, on ne peut y aller qu'en pensée. Donc nous, on va plonger dans le gouffre hein, pour aller voir le bout du bout du bout du bout. On va plonger à défaut de pouvoir le faire réellement. On va plonger en esprit, on va aller voir les coulisses, là où se fabriquent tous les réels, là où se fabrique ce qui nous fabrique. Hein, je disais que le quantique était fabriquer ce qui fabriquait notre réel. Ben là, il fabrique le quantique, fabrique tout là. C'est la fabrique. Là où l'énergie et l'information sont presque confondues. On va plonger aux limites de la divisibilité de la matière et du rayonnement. À 10 puissance moins 33 cm, la matière elle est quasiment granulaire, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de particules, il n'y a plus rien. C'est la discontinuité totale, même pour le rayonnement. C'est les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, on les voit comme sous forme d'anneaux, mais c'est sur des milliers et des milliers de kilomètres. Quand tu es dedans, tu ne vois pas que c'est un anneau. Là, c'est pareil. Il n'y a plus de continu, même pour la particule. Nous, on va descendre voilà, à cette échelle. Alors, il faut savoir qu'à 10 puissance moins 35 mètres, on atteint la longueur de Planck, c'est-à-dire le quantum d'univers, le pixel, la longueur minimum. On ne peut pas avoir une longueur inférieure à la longueur de Planck. La longueur de Planck, c'est la longueur qu'a le début de l'univers juste à la sortie de l'aire de Planck. 10 puissance moins 35 mètres. À 10 puissance moins 32 mètres, pardon, c'est pas des centimètres, ben, on a ce qu'on appelle les cordes, qui deviendront des brades, et qu'on verra avec la théorie des cordes. Des cordelettes d'énergie qui vibrent. Selon leur fréquence, elles te donnent telle ou telle particule. La folie. De l'énergie pure qui vibre. De l'énergie pure avec une information, la fréquence. Corde ouverte ou fermée. Mais ça, on le verra plus tard. Donc on en a fini avec le quantique. Je ne vois pas autre chose à rajouter. Voilà. Donc c'était le monde du quantique, le monde de l'infiniment petit. Nous avons vu le modèle standard, c'est-à-dire les acteurs. On a vu la scène, qui est une scène théorique, et comment la pièce fonctionnait. On va aller voir les coulisses, et ensuite on passera au macroscopique. J'espère avoir été clair. C'est pareil, s'il y a des choses qui sont imprécises ou que vous aimeriez creuser, je préfère que vous le fassiez de vous-même. C'est le but du jeu. Hein. Le but, c'est pas de vous donner quelque chose de fait, c'est de donner des pistes et des perles avec différentes
degré de lecture. Comme ça, en fonction de là où vous en êtes, de vos recherches, de vos interrogations, vous allez creuser telle ou telle piste. Mais dites-vous juste que voilà, on a tout déconstruit, quoi. On a démarré les Illuminati. Et là, on en est même à douter de notre nature, du réel, de la vie, de la réalité, de la conscience, de l'univers. Il suffit de creuser un petit peu et déjà tu t'aperçois que les règles, tes certitudes, ça devient des incertitudes. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à l'échelle subquantique, à l'échelle du verbe, à l'échelle de... Moi, pour moi, le subquantique, c'est le monde des anges, c'est le monde du verbe, c'est le monde de la formation de l'idée. J'ai un désir, je veux le satisfaire. J'ai une intention, l'intention devient logos, c'est-à-dire l'idée de ce que je vais faire avant de le réaliser. C'est ça le logos platonicien. C'est pas le logos parole, même s'il y a un rapport avec le verbe. Et à partir du moment où je sais, je me sens pas trop bien. Tiens, c'est parce que j'ai soif. Je vais aller boire un verre d'eau. Donc je me vois en train de me lever, aller vers mon frigo, prendre une bouteille d'eau, me verser un verre d'eau. Là, c'est le logos. Et à partir de là, je commence à me lever. Et bien, dès que tu commences à te lever, tu es dans le subquantique. Intention, mise en forme de l'intention et début de la formation. Et nous, on est dans le monde de la réalisation. Pour l'arbre de vie, notre monde, c'est Malkout, je crois. Malkout, le monde de la réalisation. Le Assia, je crois. Il y a 4 mondes, Bria, Assia, c'est les Olam. Nous, on est Malkout, et juste au-dessus de nous, il y a Yesod. Ben, pour moi, Yesod, c'est le monde de la formation de ce qui va être le monde matériel. Pour moi, c'est le subquantique. Voilà. L'arbre de vie est une donnée intéressante aussi, parce que l'arbre de vie vous permettra d'expliquer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Parce que lorsqu'on regarde tout cela, on a l'impression d'avoir un processus. Si le processus, on le met par écrit, pour retrouver l'arbre de vie. L'arbre de vie me fait aussi penser à un schéma électronique. Après, tu fais passer de l'énergie, ça crée quelque chose. Le judaïsme est une mine d'or, les gars. Vous êtes tous là, les sionistes n'empêche. Allez étudier un peu de judaïsme et de Kabbale, déjà quitter la politique. Hein, la politique, c'est bien quand on fait de la politique. Et vous verrez qu'il y a une mine d'or et qu'il y a une grosse explication. Donc après, les blaireaux qui me disent les religions, c'est des sectes qui auraient réussi, réfléchis à ce que tu dis. Tu me fais du Pierre-Yves Rougeron, un truc super intelligent, et en fait, ça veut rien dire. Dès que tu grattes un peu, c'est du plaqué or. Réfléchis un peu. Tu connais la respiration de Brahma? Va voir l'univers, comment il fonctionne. Bon, ciao tout le monde, j'aborderai le quantique dans l'épisode 3. Là, je vais monter déjà cet épisode en espérant avoir été clair. Et je vous remercie et merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui vont arriver. Et voilà. Allez, bonne journée.